Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 4 qui aura pour objectif de définir la notion de réaction en chaîne dans le domaine du nucléaire. Alors, on va faire un petit rappel de la vidéo précédente qui portait sur le thème de l'énergie de liaison et de la fission nucléaire. Alors l'énergie de liaison, on a pu voir que c'est ce qui permettait de maintenir la cohésion des noyaux nucléaires parce que dans les noyaux nucléaires, on a que des protons et des neutrons. Les neutrons ont des charges neutres, nulles, alors que les protons ont des charges positives. Donc, on a une force de répulsion de Coulomb qui est en place. Le noyau n'est pas censé être stable, mais en réalité, dû à l'interaction forte, on a une énergie de liaison qui apparaît, qui permet de maintenir la stabilité du noyau. Cette énergie de liaison, lorsqu'on la trace en fonction du nombre, on divise cette énergie de liaison par le nombre de nucléons présents dans l'atome, donc on a notre énergie de liaison moyenne par nucléon, et lorsque l'on la trace en fonction du nombre de nucléons dans le noyau, on se rend compte qu'on a un optimum de stabilité au niveau du fer 56. Et que pour les gros noyaux, on peut réduire leur taille. Réduire leur taille revient à augmenter la stabilité des noyaux. Donc on a une possibilité énergétique de le faire. Et en diminuant leur taille, disons qu'on a des noyaux, comment on pourrait dire, qui sont pas stables, donc c'est-à-dire qui ont trop d'énergie en eux, on pourrait récupérer ensuite une partie de cette énergie quand on les fissionne, on récupère une partie de cette énergie pour, par exemple, faire chauffer de l'eau. C'est le principe des centrales nucléaires. On a pu voir aussi le principe de la fission nucléaire, donc comment fonctionnait la fission nucléaire dans le cas de l'uranium-235. L'uranium-235, le noyau d'uranium-235 reçoit un neutron, se transforme rapidement en uranium-236. L'uranium-236 est instable, se désintègre, c'est la fission nucléaire, en deux produits de fission et plusieurs neutrons. Et nous, en fait, on va se voir qu'avec ces neutrons qui sont expulsés lors de la réaction de fission, ces neutrons, ils peuvent participer, eux aussi, à faire des réactions de fission. Donc c'est-à-dire que ces neutrons produits lors de la première fission peuvent aller fissionner d'autres atomes d'uranium-235 qui ensuite produiront encore à leur tour des neutrons et ainsi de suite. Et donc on peut avoir ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Donc on va commencer par un rappel historique. Donc c'est Léo Szilard qui en 1933 développe le concept de réaction en chaîne. Francis Perrin, qui est un Français, estime en 1939 la masse critique de l'oxyde d'uranium. La masse critique, c'est la masse qu'il faut concentrer de matière, par exemple dans une sphère, pour atteindre, justement, pour arriver à faire le phénomène de réaction en chaîne. Et c'est Fermi et Szilard, encore lui, qui réalisent en 1942 à Chicago la première réaction en chaîne contrôlée. Donc avant de parler, de rentrer plus en détail dans le principe de la réaction en chaîne, excusez-moi pour la petite faute, on va parler des énergies, en fait, des neutrons de fission. Donc l'énergie des neutrons de fission, donc nos neutrons de fission, ils sont expulsés au cours de la réaction de fission, et ils partent avec une énergie. Et cette énergie, ils ne partent pas avec une énergie bien précise à chaque fois. Elle est distribuée sur un spectre d'énergie. Et on peut voir, donc là, c'est la proportion d'atomes, la proportion de neutrons en ordonnée et en abscisse, c'est l'énergie. Et donc, on a une moyenne. En moyenne, si on calcule l'intégrale et qu'on calcule la moyenne, on va être aux alentours des 2 MeV. L'énergie des neutrons de fission moyens, c'est 2 MeV. On va différencier 3 types de spectres. Les neutrons thermiques, donc qui correspondent à des neutrons d'énergie entre 0 et 0,025 électronvolts. Les neutrons épithermiques, entre 0,025 et environ 1 MeV, mégaélectronvolts. Et ensuite les neutrons rapides, entre 1 mégaélectronvolt et le reste. Et là on va voir, c'est le chapitre 6, je crois, qui parlera de la notion de modération et de contre-réaction. Qu'en réalité, en fait, ces énergies sont très importantes. Et c'est ce qui explique notamment la présence d'eau dans les réacteurs nucléaires.
on va voir que les réactions de fission en fait ne se font qu'avec des neutrons d'un certain type d'énergie, qui sont les neutrons thermiques. Et donc en fait, comme on voit que les neutrons lors d'une fission sont à 2 MeV, il faut trouver un moyen de les ralentir pour avoir des neutrons thermiques qui, eux, pourront réaliser ces fissions nucléaires. Il y a différentes réactions possibles en fait entre les neutrons et les atomes. Il n'y a pas que la réaction de fission. Donc il y a des diffusions élastiques, c'est-à-dire que l'atome vient rebondir comme une bille de billard. Il vient rebondir sur l'atome d'uranium. Le neutron du coup vient rebondir sur l'atome d'uranium. Un atome peut capturer un neutron et le garder avec lui et ne pas fissionner, par exemple, ce qu'on appelle les captures radiatives. Il peut y avoir des types de réactions, du coup on a un neutron qui vient rentrer dans un atome, et en fait l'atome devient radioactif et décroît en émettant 2 neutrons. Donc c'est des réactions N2N. Voilà, il y a d'autres réactions nucléaires où un neutron plus un noyau, l'anneau va être excité et en fait va se désexciter en émettant un proton. Donc plein de réactions possibles, dont notre réaction de fission. Et donc si chaque atome en fait, si un neutron ne fait pas que des réactions de fission, donc on voit donc au cours d'une fission nucléaire, on émet en moyenne 2,4 atomes. Et ce qui se passe, c'est si chaque atome fait une réaction de fission, chaque neutron, fait une réaction de fission, et notre réaction nucléaire va pouvoir continuer. Par contre, si imaginons qu'il n'y a que 0,5 neutrons sur les 2,4 neutrons en moyenne de fission qui font une réaction, et petit à petit, à chaque fois, il y aura à chaque génération de moins en moins de fission. Et en fait, on caractérise ça avec ce qui s'appelle le facteur de multiplication des neutrons. Et le facteur de multiplication des neutrons, comment c'est écrit? Donc c'est K infini, c'est le nombre de neutrons à la génération n plus 1 divisé par le nombre de neutrons à la génération n. Si on a un K qui est inférieur à 1, ça veut dire qu'on a une réaction sous-critique. Si on n'apporte pas de neutrons dans la réaction, ça veut dire que la réaction s'éteint petit à petit. Donc à chaque fois, il va y avoir 0,9 neutrons, fois 0,9 neutrons, fois 0,9 neutrons, et exponentiellement, on va avoir de moins en moins de réactions de fission. Si la réaction est de 1, ça veut dire qu'à chaque génération, on a le même nombre de neutrons, c'est-à-dire que la réaction nucléaire se maintient. Et si le K est strictement supérieur à 1, on a une réaction qui est dite surcritique, ça veut dire que la réaction va croître exponentiellement. À chaque génération, il va y avoir de plus en plus de neutrons, et de plus en plus de neutrons vont pouvoir faire de plus en plus de fission, et ainsi de suite. On aura une réaction qui va croître exponentiellement. Pour la culture, en fait, on peut exprimer ce facteur de multiplication à l'aide de 4 facteurs, d'un produit de 4 facteurs. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi parfois la formule des 4 facteurs, avec le facteur de fission rapide, le facteur d'utilisation thermique, le facteur antitrap ralentissement et le facteur de reproduction. Mais là, on ne va pas plus rentrer dans les détails, ça sort de l'objectif de ce cours. On a aussi la notion en fait de neutrons prompts et retardés. Donc en réalité, une partie de neutrons n'est pas émis au moment de la fission, mais viennent de la décroissance des produits de fission. C'est ce qu'on appelle les neutrons retardés, qui sont opposés aux neutrons prompts, qui sont eux directement issus de la réaction de fission. Et en fait, ces neutrons retardés, ils sont indispensables pour maintenir la stabilité du réacteur. Si on était surcritique avec des neutrons prompts, la réaction serait alors explosive, parce qu'en fait, très rapidement, il faut quelques microsecondes entre chaque génération. Et donc, s'il n'y a que quelques secondes entre chaque génération, et en quelques secondes, la réaction, on ne pourrait plus du tout la contrôler, et on atteindrait des puissances qui feront que le cœur du réacteur se disloquerait d'un coup. C'est un peu ce qu'on a eu avec Tchernobyl, où très rapidement la réaction s'est emballée, et on n'a pas pu contenir la puissance thermique qui était produite. Et donc, une explosion s'est faite. Et en fait, c'est le principe des bombes nucléaires. Une bombe nucléaire, on veut être critique prompte. Donc, c'est-à-dire qu'on veut qu'entre chaque génération de neutrons, l'augmentation se fasse tellement vite qu'en quelques microsecondes, toute l'énergie, en quelque sorte, une énorme partie de l'énergie de fission, de fission potentielle est relâchée. Et donc, si toute
en très peu de temps, toute l'énergie est relâchée, ça fait une explosion. Donc c'est ce qu'on utilise pour les bombes. Et ça, on verra un peu le fonctionnement des bombes nucléaires, on va le voir bien plus tard. Et donc voilà, dans le cas des bombes, on veut être dans une réaction surcritique dite prompte. Dans le cas d'une fission contrôlée, c'est ce qu'on veut dans les réacteurs nucléaires. En fait, on doit toujours être en régime critique, donc quand on est en rythme de croisière pour produire de l'électrique, donc c'est-à-dire que de l'électricité, c'est-à-dire qu'on garde une puissance constante. Et là, on veut être dans une réaction critique à l'aide de neutrons retardés. Et donc, il y a trois régimes pour un réacteur nucléaire électrogène ou même de recherche. Quand on est à K strictement inférieur à 1, donc on est en réaction sous-critique. Donc, si on n'apporte pas de neutrons, la réaction s'éteint. Et là, ça correspond à lorsqu'on veut diminuer la puissance d'un réacteur, par exemple, quand on veut arrêter un réacteur. Lorsque K égale à 1, la réaction est stable et s'auto-entretient. C'est ce qu'on appelle une réaction critique. Donc cela, c'est lorsqu'on veut maintenir la puissance d'un réacteur, c'est-à-dire la phase de production d'électricité. On se maintient à 900 MW thermiques. Donc on veut à chaque fois que le nombre de neutrons soit toujours le même dans le réacteur. À K supérieur à 1, la réaction croît exponentiellement. Donc c'est une réaction qui est dite surcritique, et nous on veut surtout pas être surcritique prompte, mais on veut être surcritique retardée. Et ça correspond lorsqu'on veut par exemple augmenter la puissance d'un réacteur, c'est-à-dire au démarrage d'un réacteur. Donc un réacteur qui n'est pas allumé, il y a 0 neutrons dedans. On veut démarrer petit à petit, et donc on augmente le nombre de neutrons à chaque génération, jusqu'à atteindre en quelque sorte notre rythme de croisière. Donc au bilan de cette vidéo, on a pu voir le principe en fait de réaction en chaîne, qui était permis par le fait que la fission nucléaire, en fait, le résultat de la fission nucléaire, c'est plusieurs neutrons. Et s'il y a au moins un neutron, c'est en moyenne 2,4 produits par chaque fission, qui sert à faire une nouvelle fission, alors la réaction peut s'auto-entretenir. On a pu voir que les neutrons de fission, ils n'avaient pas forcément à chaque fois la même énergie, mais que leur énergie c'était statistique, était contenue dans un spectre avec une énergie moyenne de 2 mégaélectronvolts, que les neutrons, ils pouvaient faire plein de types de réactions avec la matière, des diffusions élastiques, des diffusions inélastiques, des réactions N2N, des captures radiatives ou des réactions de fission. On a pu aussi discriminer deux types de neutrons, les neutrons prompts qui sont directement émis au moment de la fission, donc au moment où l'atome fissionne, mais aussi des neutrons retardés, là qui correspondent en fait aux neutrons émis par les produits de fission, par les produits de fission directement, et qu'en fait cette distinction entre ces deux types de neutrons prompts et retardés était fondamentale pour le type d'objet nucléaire qu'on veut. Si on veut une bombe, il faut qu'on soit un neutron prompt, car ça permet d'avoir des générations de neutrons qui augmentent très rapidement en fait, le nombre de neutrons qui augmente très rapidement, tandis que les neutrons retardés, lorsqu'on est en surcritique, ça augmente très lentement et donc c'est facilement gérable. Et on a pu introduire le facteur donc, de multiplication des neutrons qui permettait mathématiquement de comprendre la réaction en chaîne. Donc si on avait un facteur de multiplication inférieur à 1, ça voudrait dire que la réaction est sous-critique, et que si on n'apportait pas de neutrons, la réaction s'éteindrait. Et ben, c'est ce qu'on veut quand on veut arrêter un réacteur. La réaction est, quand elle est égale à 1, ça veut dire que quand le facteur de multiplication des neutrons est égal à 1, ça veut dire que la réaction est stable et s'auto-entretient. C'est ce qu'on appelle une réaction critique. Et là, c'est par exemple lorsqu'on veut maintenir la puissance d'un réacteur. Lorsque on est supérieur à 1 pour le facteur de multiplication des neutrons, on va avoir une réaction qui va croître exponentiellement. C'est ce qu'on appelle une réaction surcritique, et nous, dans notre cas d'exploitation, on veut une réaction surcritique retardée pour pouvoir contrôler en fait, la réaction, pour que l'augmentation en fait, de neutrons ne fasse pas trop vite, au contraire du monde nucléaire où là on veut une réaction surcritique prompte. Et donc dans notre cas d'exploitation, on se place en réaction surcritique retardée lorsqu'on veut augmenter la puissance d'un réacteur nucléaire, par exemple au démarrage. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo, et je vous attends donc sur la prochaine vidéo qui sera le chapitre 5, qui concernera la notion de radioactivité
Et là, on va pouvoir comprendre ce que c'est une désintégration radioactive, pourquoi certains atomes sont radioactifs, et quel est l'effet de la radioactivité sur la matière, et pour la matière biologique, comment se protéger de la radioactivité.